grande balade, plus question de dérobade, on va me trouver grognon. Bienvenue sur votre chaîne Icônes à silence, où nous explorons les destins brisés derrière les légendes. Imaginez une voix qui a bercé des millions d'enfants, une mélodie douce et rassurante qui fait partie de l'ADN de la France. Pour le grand public, Anne Sylvestre était cette dame bienveillante, une sorte de grand-mère idéale qui chantait les fabulettes et racontait des histoires de carottes et de nuages. Mais si je vous disais que cette image d'Épinal était en réalité un masque, si je vous disais que derrière ce sourire maternel se cachait une femme blessée, hantée par des fantômes qu'elle a combattus en silence pendant des décennies. Sous les projecteurs, elle était l'idole des cours de récréation, mais dans l'ombre des coulisses, elle vivait une toute autre réalité. Anne Sylvestre n'était pas seulement une chanteuse pour enfants, elle était une poétesse immense, une féministe avant l'heure et une âme tourmentée par une industrie qui a tenté de la faire taire. Au crépuscule de sa vie, alors que le rideau s'apprêtait à tomber pour la dernière fois, elle a laissé transparaître une vérité beaucoup plus sombre et complexe. Elle a brisé le silence sur trois ombres majeures, trois fardeaux invisibles qui ont pesé sur ses épaules fragiles jusqu'à son dernier souffle. Comment une artiste aussi célébrée a-t-elle pu se sentir si seule et incomprise? Qui sont ces trois fantômes qui ont transformé son succès en une cage dorée? Et pourquoi avons-nous mis tant de temps à entendre le véritable cri de son cœur? Ce que nous allons découvrir aujourd'hui n'est pas le conte de fées que vous pensez connaître. C'est l'histoire d'une lutte acharnée pour la reconnaissance, le récit d'une femme qui a dû crier pour exister au-delà des étiquettes qu'on lui a collées. Avant de fermer les yeux, Anne Sylvestre nous a laissé les clés pour comprendre sa douleur. Préparez-vous, car une fois que vous aurez entendu cette histoire, vous n'écouterez plus jamais ces chansons de la même manière. Tout a commencé pourtant comme un rêve, une ascension fulgurante qui portait déjà en elle les germes de la tragédie. Pour comprendre la profondeur de la tragédie qui va suivre, il faut d'abord remonter le temps jusqu'au Paris vibrant des années 50 et 60. C'était une époque d'effervescence où les cabarets de la rive gauche fumaient et transpiraient la poésie. C'est là, armée de sa guitare et d'une audace rare pour une femme de son temps, qu'Anne Sylvestre a commencé à tracer son chemin. Très vite, elle s'est imposée non pas comme une simple interprète, mais comme une auteure-compositrice de génie capable de rivaliser avec les plus grands noms masculins de la chanson française. Sa plume était acérée, ses mélodies envoûtantes, et le public sentait qu'une étoile singulière était née. Cependant, le destin a un sens de l'ironie parfois cruel. En 1962, presque par hasard, elle décide d'écrire quelques chansons pour les enfants de sa famille. Ce qui ne devait être qu'une parenthèse récréative va devenir un raz-de-marée culturel sans précédent. C'est la naissance des célèbres fabulettes. Du jour au lendemain, des titres comme « 12 petits cochons » ou « Sureau, Sureau » envahissent les écoles maternelles, les voitures familiales et les chambres d'enfants à travers tout l'Hexagone. Anne Sylvestre devient instantanément la voix officielle de l'enfance en France. Son succès est foudroyant, les disques se vendent par centaines de milliers, traversant les générations, transformant chaque sortie d'album en un événement national. Imaginez un instant ce que cela représente dans une France en pleine mutation. Anne Sylvestre représentait une valeur refuge, une bulle de douceur et d'intelligence pure. Elle était devenue intouchable, une sorte de monument vivant que l'on vénérait. Pour le public, elle était la dame des fabulettes, celle qui savait parler aux petits avec une justesse infinie sans jamais les bêtifier. C'était l'apogée, la gloire absolue, le genre de succès dont rêvent tous les artistes. L'argent affluait, les récompenses s'empilaient et son nom était sur toutes les lèvres. Elle avait réussi à créer un lien indestructible avec le cœur des Français, un lien qui semblait éternel et sans nuages. Pourtant, c'est précisément au cœur de cette lumière aveuglante que le premier fantôme a commencé à tisser sa toile. Ce triomphe monumental des fabulettes, aussi beau soit-il, allait se transformer en un piège doré dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Sans qu'elle ne s'en aperçoive immédiatement, l'industrie musicale et les médias étaient en train de l'enfermer dans une case minuscule, beaucoup trop étroite pour son immense talent. Le public l'aimait tellement en tant que maman idéale qu'il refusait
refusait inconsciemment de la voir autrement. Chaque sourire sur une pochette de disque pour enfants était un barreau de plus à sa prison. Alors que les applaudissements résonnaient pour la chanteuse des petits, une autre Anne, celle qui voulait chanter l'amour, la mort et la condition des femmes, commençait à suffoquer dans l'ombre. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de signer un pacte faustien avec le succès, et le prix à payer allait être une vie entière d'incompréhension et de lutte solitaire. Mais ce n'était que le début de l'injustice, car si le public l'aimait pour les mauvaises raisons, l'industrie, elle, allait bientôt lui tourner le dos de la manière la plus cynique qui soit. Si les fabulettes étaient le jour, la réalité de sa carrière adulte était une nuit sans fin, froide et solitaire. C'est ici que se révèle le deuxième fantôme qui a hanté Anne Sylvestre, une ombre insidieuse et humiliante, le mépris feutré d'une industrie dominée par les hommes. Alors que le public l'adulait comme une mère de substitution, les élites culturelles et les patrons de chaînes de télévision, eux, lui réservaient un traitement d'une cruauté inouïe. Imaginez la violence psychologique de cette situation. Anne Sylvestre écrivait des textes d'une puissance littéraire foudroyante, des chansons qui parlaient de la vie, de la chair, des tourments de l'âme, dignes des plus grands poètes. Pourtant, lorsqu'elle frappait aux portes des émissions de grande écoute pour présenter ses nouvelles œuvres, la réponse était invariablement la même, teintée d'une condescendance insupportable. C'est très bien, Anne, mais chantez-nous plutôt les petits cochons, c'est ce que les gens veulent. Elle était victime d'une forme de censure invisible, un plafond de verre blindé qu'aucune mélodie ne semblait pouvoir briser. À cette époque, la chanson française était une affaire d'hommes, une trinité sacrée composée de Brel, Brassens et Ferré. On la comparait souvent à eux, on disait même qu'elle était le Brassens en jupon, une étiquette qu'elle détestait par-dessus tout car elle la réduisait à une simple version féminine d'un génie masculin, niant sa propre singularité. Tandis que ses collègues masculins étaient célébrés comme des philosophes et des révolutionnaires, Anne, elle, était renvoyée systématiquement à sa cuisine et à ses berceuses. Les producteurs ne voyaient pas la femme artiste, ils ne voyaient que la dame qui chante pour les gosses. Cette réduction était une blessure ouverte, une négation quotidienne de son essence même. La solitude de l'artiste était alors vertigineuse. Pour survivre artistiquement, pour simplement avoir le droit d'exister en dehors du rayon jeunesse, elle a dû poser un acte d'une audace folle pour l'époque, devenir sa propre productrice. Ce n'était pas un choix de luxe, c'était un acte de désespoir et de résistance. Les grandes maisons de disques refusaient de parier sur ses chansons engagées, jugées trop graves ou pas assez commerciales. Elle s'est retrouvée seule à la barre de son navire, devant gérer les contrats, les pressions financières et l'indifférence des médias, tout en continuant à sourire sur les plateaux télévisés où on ne l'invitait qu'à moitié. Elle vivait une double vie épuisante, star adulée le matin pour les enfants, artiste incomprise et marginalisée le soir pour les adultes. C'est là le véritable drame de sa carrière, on lui a volé sa légitimité, on a laissé s'installer l'idée qu'elle n'était pas une chanteuse sérieuse, alors que ses textes étaient des joyaux de la langue française. Elle voyait ses chansons les plus poignantes passer sous les radars, ignorées par une critique paresseuse qui ne voulait pas remettre en question ses propres préjugés. Elle criait, elle chantait sa rage, sa soif de liberté, mais l'industrie avait décidé de se boucher les oreilles. Elle était riche. Elle était célèbre, mais elle était prisonnière d'une image qu'elle n'avait pas choisie, et le pire restait à venir, car si l'industrie l'avait trahie par indifférence, le destin, lui, allait bientôt lui porter un coup encore plus violent, un événement qui allait ébranler les fondations mêmes de son existence et la plonger dans une crise dont elle ne sortirait jamais tout à fait indemne. Les années passèrent et le troisième fantôme fit son apparition, sans doute le plus cruel de tous, celui de l'oubli et de l'indifférence. Alors que les modes changeaient et que la télévision se transformait en une machine à fabriquer des stars éphémères, Anne Sylvestre a vu les projecteurs se détourner brutalement d'elle. Ce ne fut pas une chute spectaculaire ni un scandale retentissant qui aurait au moins eu le mérite de faire du bruit. Non, ce fut pire, ce fut une lente érosion, une disparition progressive des écrans radars. La France, qui l'avait tant aimée pour ses comptines, semblait soudain décidée à ignorer la femme mûre qui avait encore tant de choses à dire. Elle entra dans ce que les artistes redoutent le plus, la traversée du désert.
Imaginez la douleur de cette créatrice prolifique qui continuait d'écrire des chefs-d'œuvre dans le vide. Elle chantait la condition des femmes, les corps qui changent, les amours qui s'usent, avec une lucidité tranchante. Mais ces nouveaux albums sortaient dans un silence médiatique assourdissant. Les portes des grandes émissions de variété se fermaient les unes après les autres. On la jugeait démodée, trop littéraire ou pire, trop féministe pour une époque qui voulait de la légèreté et des paillettes. Elle se retrouvait souvent à chanter dans des salles à moitié pleines, loin du faste de ses débuts, portée uniquement par un noyau dur de fidèles qui refusaient de l'abandonner. C'était une période de doute existentiel profond où chaque matin était un combat pour ne pas poser la guitare définitivement. Le scandale ici n'est pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'on lui a fait. Le monde du spectacle l'avait classée, archivée et enterrée vivante avant l'heure. Elle voyait ses pairs masculins recevoir des hommages nationaux, des victoires de la musique pour l'ensemble de leur carrière, tandis qu'elle restait cette éternelle Madame Fabulette que l'on sortait du placard seulement à Noël. Cette injustice la rongeait de l'intérieur. Elle se sentait comme une étrangère dans son propre pays, une exilée de la culture populaire. La solitude n'était plus seulement professionnelle, elle devenait intime. Elle a vu partir ses amis, ses complices de route, se retrouvant seule face à une industrie qui ne parlait plus sa langue. Elle aurait pu sombrer dans l'amertume, se retirer dans sa maison de campagne et se taire à jamais, acceptant le sort des vieilles gloires déchues. Mais c'était mal connaître le feu qui brûlait encore sous la cendre, car au fond de cet abîme de silence, quelque chose était en train de se réveiller. Une volonté farouche de ne pas partir sans livrer un dernier combat, de ne pas laisser l'histoire s'écrire sans elle. C'est à l'hiver de sa vie, alors que beaucoup auraient choisi le silence d'une retraite paisible, qu'Anne Sylvestre a décidé de rugir une dernière fois. Le moment de vérité n'a pas eu lieu dans un tribunal, mais là où elle a toujours régné en monarque absolu, sur la scène de l'Olympia. Elle avait 80 ans passés, les cheveux devenus d'un blanc éclatant, le corps fatigué, mais le regard plus perçant que jamais. Ce soir-là, devant une salle comble où se mêlaient des grands-mères en larmes et des jeunes féministes de 20 ans qui venaient de la redécouvrir, elle a brisé les scellés. Elle n'était plus la chanteuse des fabulettes, elle était une sorcière bien aimée, une prophétesse qui revenait régler ses comptes avec l'histoire. Avec une élégance féroce, elle a profité de ces dernières années pour nommer un à un les fantômes qui l'avaient tourmenté. Dans ses ultimes interviews et à travers des chansons comme Rome ou Juste une femme, elle a fait tomber les masques. Elle a pointé du doigt ce système qui broie les femmes artistes dès qu'elles ne sont plus des objets de désir. Elle a parlé de ses producteurs, ses faiseurs de rois, qui lui avaient dit qu'elle était trop grosse, trop intellectuelle ou pas assez docile. Elle a dénoncé l'hypocrisie d'une société qui l'avait enfermée dans la case jeunesse pour mieux ignorer ses cris de révolte sur le viol, l'avortement et la solitude. Elle n'a pas hurlé, elle a simplement chanté la vérité et cette vérité a résonné comme un coup de tonnerre. Ce fut un moment de catharsis collective bouleversant. Elle a osé aborder le sujet tabou de ses origines, ce poids familial qu'elle traînait comme un boulet, et en le mettant en musique, elle s'en est libérée devant nous. Elle a regardé son public dans les yeux et a semblé dire « Je ne suis pas celle que vous croyez, je suis bien plus et je ne m'excuserai plus d'exister ». Les médias, autrefois si froids, ont été forcés de s'incliner devant cette majesté tardive. On a vu des journalistes pleurer, on a vu la profession lui accorder enfin les honneurs qu'elle méritait depuis un demi-siècle. Mais ce n'était pas une revanche amère, c'était une victoire de la dignité. Elle avait réussi l'impossible, faire cohabiter la chanteuse pour enfants et la poétesse tragique, réconciliant enfin toutes les parties d'elle-même. En brisant le silence, Anne Sylvestre n'a pas seulement sauvé sa propre mémoire, elle a ouvert la voie à toute une génération d'artistes féminines qui voient aujourd'hui en elle une pionnière. Elle a prouvé que le talent n'a pas de date de péremption et que la parole, lorsqu'elle est portée par une âme sincère, finit toujours par fracasser les murs de l'indifférence. Elle avait repris le contrôle de son histoire et personne ne pourrait plus jamais la lui voler. Mais alors que les applaudissements s'éteignent doucement, une question demeure, une leçon universelle que son destin nous laisse en héritage et qui nous concerne tous.
Au-delà des mélodies et des souvenirs d'enfance, le destin d'Anne Sylvestre résonne aujourd'hui comme un avertissement solennel et nécessaire. Son histoire n'est pas seulement celle d'une chanteuse talentueuse, c'est le miroir tendu à une société qui consomme ses artistes comme des produits, oubliant trop souvent qu'il y a des cœurs qui battent derrière les images glacées. Elle nous force à nous poser cette question dérangeante. Combien d'autres trésors vivants laissons-nous dans l'ombre simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases préfabriquées de notre époque? Combien de voix essentielles sont étouffées par le vacarme du superficiel? Anne Sylvestre a payé le prix fort pour sa liberté. Elle a refusé de se plier, refusé de sourire quand elle voulait mordre, refusé de taire sa colère quand on lui demandait de la douceur. Si elle a fini par briser le silence, c'est pour nous rappeler que la reconnaissance ne devrait jamais être une prison. Nous avons failli passer à côté de l'immensité de son œuvre parce que nous étions trop occupés à regarder l'étiquette collée sur le disque plutôt qu'à écouter la musique. C'est une leçon d'humilité pour nous, public, mais aussi pour l'industrie du spectacle. Il est temps d'apprendre à écouter les artistes avant que les lumières ne s'éteignent définitivement. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de réparer le passé, mais d'honorer l'héritage qu'elle nous laisse. Ces chansons ne sont pas des objets de musée, ce sont des armes de construction massive pour l'âme. En redécouvrant son œuvre complète, nous lui offrons enfin cette justice qu'elle a tant espérée. Comme elle l'aurait peut-être dit elle-même, je ne cherchais pas la gloire éternelle, je voulais juste que ma voix porte, entière et sans masque. Alors ne laissons plus jamais les fabulettes cacher la forêt. Écoutons Anne, la vraie, la rebelle, la poétesse, car tant que nous chanterons ces mots, elle ne sera jamais vraiment partie. Et vous êtes-vous prêts à écouter ce que les autres icônes ont à nous dire avant qu'il ne soit trop tard? C'était l'histoire d'Anne Sylvestre sur Icônes un silence. Si ce récit vous a touché, partagez-le pour que sa véritable voix résonne encore plus fort. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces destins extraordinaires que l'histoire a tenté d'effacer. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle vérité.